Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cet été brûlant pour un nouvel entretien mortel. Ces entretiens qui réunissent des chercheurs, des universitaires, des médecins, des pharmaciens, des gens qui sont foncièrement opposés à l'aide active à mourir, à l'euthanasie, au suicide assisté, puis d'autres dont la vie est plus subtile ou plus nuancée, d'autres qui sont franchement pour. Et l'enjeu, c'est d'essayer de remettre au milieu de la table une discussion autour de cette question pourtant très intime qu'est la mort et qui est sans cesse occultée, sans cesse mise de côté et parfois abandonnée peut-être aux appétits mercantiles de l'industrie ou de tous ceux qui voudraient s'en emparer. Moi, je suis le docteur Louis Fouché, je suis médecin spécialisé en anesthésie, en réanimation et puis en éthique et en anthropologie de la santé. Et aujourd'hui, je reçois à la fois un ami et puis quelqu'un dont j'admire le travail et les réflexions et qui où on s'accompagne l'un l'autre dans le conseil scientifique indépendant depuis déjà quelques années. C'est le docteur Éric Ménard. Bonjour Éric Ménard, tu vas bien? Bonjour Louis Fouché, Ouais. merci de ton introduction particulièrement sympathique. Merci d'être là. C'est quelqu'un qui, pour moi, incarne une sorte de sagesse, qui a un certain recul, avec à la fois une pratique très humaniste de médecin généraliste, mais aussi des réflexions profondes, à la fois éthiques, philosophiques, et puis un travail toujours collectif à essayer d'aller justement gratter la complexité, convoquer les différents avis sur toutes les questions qui touchent à la santé et puis plus largement à notre condition humaine. Mm. Et donc tu accompagnes à la fois des projets de santé intégrative, une vision de la médecine très holistique, et pour beaucoup de gens qui ont regardé le conseil scientifique indépendant, tu incarnes au fond le généraliste qui rêverait peut-être d'avoir qu'ils ont plus depuis bien longtemps. Donc est-ce que tu veux rajouter des choses? Et puis tu as aussi une casquette d'auteur et de conférencier. Est-ce que tu veux rajouter des choses à cette présentation élogieuse? Non, elle est déjà bien trop excessive, mais enfin, en tout cas, c'est sûr que on a eu, en tout cas, j'ai eu la chance de te rencontrer grâce au Covid. Il faut bien que ces drames aient des bons côtés, et puis effectivement, ce chemin ensemble depuis 5 ans, moi, m'a beaucoup nourri et amené à beaucoup de réflexions. On a déjà eu l'occasion de discuter ensemble de ces histoires de fin de vie. Alors effectivement, je suis médecin généraliste avec une vision un peu, comme tu l'as dit, holistique, globale, intégrative. Chacun y mettra le mot qu'il veut. Moi, j'aime bien le mot de médecine intégrative, mais elle est encore restrictive, cette définition, puisque à côté de ça, effectivement, je crois être profondément humaniste et pour les gens qui me connaissent, profondément croyant dans quelque chose au-dessus de nous, que chacun nommera comme il veut, parce que j'ai pas de religion particulière, mais j'essaie d'avoir une réflexion sur l'homme avec un grand H aussi, qui est derrière mon patient, donc l'homme ou la femme. Hein, je vais pas faire de sexisme, mais c'était voilà. Et donc essayer de comprendre. En fait, mon objectif et ça va être, je pense, une partie de notre discussion aujourd'hui, c'est d'essayer d'adapter en fait les solutions thérapeutiques. Et là, on va parler de la fin de vie, donc on n'est plus dans la thérapeutique. À chaque demande, à chaque individu, à ses particularités, à ses croyances, à ses attentes, ce qui ne sont pas toujours très simples à comprendre d'ailleurs quand il s'agit de la fin de vie. Ouais, c'est ce qui te conduit dans ta pratique médicale déjà, cette idée d'accompagner le patient dans son chemin de guérison qui lui est toujours propre, toujours irréductible, et qui le concerne évidemment sa maladie, mais lui dans son ensemble, avec tout son parcours de vie. Et finalement, cette question de la mort, elle s'est déjà présentée à toi dans ta pratique. Est-ce que il y a quelque chose qui a déclenché ton intérêt pour cette question de l'accompagnement de fin de vie? Alors bon, forcément, pour un médecin, elle s'est forcément présentée à moi, au moins au niveau de la réflexion. Je n'ai jamais eu l'occasion, si je l'avais fait, peut-être je le dirais hein, en public, mais j'ai jamais eu l'occasion d'accélérer la fin de vie d'un patient. Mais évidemment, moi j'ai un diplôme de cancérologie, donc je fais beaucoup d'accompagnement de cancer. Donc malheureusement, j'ai perdu un certain nombre de patients. J'ai aussi j'ai fait beaucoup de suivi parce que j'ai un diplôme d'immunologie, de maladies auto-immunes, de sclérose en plaques, qui sont pas trop mortelles heureusement, mais derrière les scléroses en plaques, il y a les scléroses latérales amyotrophiques, hein, maladie de Charcot. Et j'ai aussi quelques patients avec cette dégradation plus ou moins rapide. Et donc la question effectivement de la fin de vie, de la souffrance, c'est régulièrement posée à moi. Et puis bien entendu, je pense comme
beaucoup de gens aussi. J'ai eu dans mon entourage l'occasion d'être confronté aussi à cette question. Pour ma propre mère, la première fois que j'ai été confronté en tant que médecin finalement, alors que j'étais encore que très très jeune médecin, c'était ma tante. Je vais vous raconter l'histoire en introduction parce que elle m'a beaucoup inspiré et elle m'a fait beaucoup réfléchir surtout. Elle m'a ensuite inspiré et elle va expliquer une partie de ce que je vous dirai, de ce que je te dirai aujourd'hui. J'ai une tante que j'adorais par ailleurs et qui a eu un cancer du sein et bon, elle a fini malheureusement par évoluer et être en stade terminal. Dans un centre de soins palliatifs et moi j'étais vraiment tout jeune médecin, pas d'expérience. C'est pas moi qui l'a soignée bien entendu. Et je vais la voir bien sûr et je discute avec le médecin pour savoir où l'on est. Et elle me dit bah voilà là on est vraiment dans les derniers jours probablement, et au-delà de tout soin possible. D'ailleurs, on a arrêté tous ces médicaments pour l'hypertension. On avait des médicaments pour tout, pour dormir, pour ci, pour ça. Je vous parle de ça d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisque c'était il y a 35 ans. Et au final, il me dit, donc j'ai tout arrêté et on va l'accompagner, la sédater tranquillement. Et alors moi, ça m'a beaucoup choqué. Je lui dis, mais euh, elle a de l'hypertension, on ne peut pas arrêter son traitement comme ça brutalement. Et lui, de me dire, mais à quoi ça sert de la maintenir artificiellement en vie, de soutenir son cœur artificiellement, parce que de toute façon, elle va mourir et ça va faire que prolonger ses souffrances. On va la sédater tranquillement. Bien. Et j'y réfléchis ensuite, elle est morte 3 jours après, je pense, et ou peut-être même 2 jours après, je sais plus. Et enfin rapidement, et je me suis dit finalement, est-ce que c'est pas lui qui a raison? À l'époque, il n'y avait pas de loi Claes-Leonetti, encore moins de Falorni, et il y avait évidemment donc aucune règle d'accompagnement de fin de vie. Il a juste fait son métier de médecin, je crois, avec beaucoup d'humanité et beaucoup de cohérence. Alors on peut discuter évidemment de chaque cas. Évidemment, c'est un choix qu'il a fait en pleine conscience, c'est-à-dire il n'a ni demandé à la patiente qui en était pas capable, parce qu'elle était déjà vraiment un peu loin, on va dire. Il n'a pas demandé à la famille. Cette femme, ma tante, avait... Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Ma tante n'avait pas d'enfant, pas de mari. Donc, il n'y avait pas de famille très proche. On était les plus proches, d'ailleurs, avec ma mère qui était sa sœur. Mais il n'a pas demandé la permission. Aujourd'hui, peut-être ça me gênerait qu'on fasse ça sans demander l'avis de la famille. Et c'est peut-être ce que les lois Claes-Leonetti et Falorni peuvent peut-être permettre, d'avoir un cadre un peu plus cohérent, même si, je peux le dire d'emblée, je pense que légiférer sur ces questions est vraiment à la fois complexe et à risque. On en reparlera un peu plus tard, je pense, Louis, et que cette situation de fin de vie, c'est une succession de cas particuliers, et on ne peut pas créer une loi pour tous les cas particuliers. Donc à un moment donné, il va falloir faire confiance aussi aux médecins, aux soignants, et peut-être avec des lois qui encadrent bien sûr cette vision. Voilà un petit peu juste pour répondre à ta question sur ce que j'ai pu rencontrer dans ma carrière professionnelle comme situation, mais des gens en fin de vie, j'en ai vu malheureusement pas mal. Ouais, c'est finalement quelque chose auquel l'histoire que tu racontes, auquel peut-être de nombreux auditeurs peuvent s'identifier ou ont peut-être vécu des choses qui étaient pas loin d'être similaires, avec parfois pas de prise de décision, parfois pas de prise de responsabilité de la part du médecin et de l'équipe soignante, en laissant se prolonger des choses qui n'avaient peut-être aucun sens. Ce que tu décris, c'était il y a 35 ans, avec cette volonté délibérée en soins palliatifs d'éviter l'obstination déraisonnable, l'acharnement thérapeutique. Est-ce que depuis et une prise de responsabilité qui était aussi une prise de risque de la part du médecin, effectivement, hein, et qui est déjà, si on cherchait la définition de ce qu'il a fait, dans quel cas ça rentre? Est-ce que c'est de l'euthanasie? Est-ce que c'est pas du suicide assisté parce qu'il n'a pas demandé l'avis, etc. Est-ce que c'est de la sédation terminale? Il rentre un peu dans aucune case, j'ai l'impression. C'est de la sédation terminale. C'est finalement ce qu'a permis ensuite la loi Claes-Leonetti d'une certaine façon. Donc c'est pour ça que j'avoue que assez rapidement j'ai assez bien compris sa démarche personnelle sur un cas très particulier. Mais voilà, après
il y a vraiment, encore une fois, c'est vraiment un des problèmes. Il y a deux problèmes essentiels à mon avis dans cette histoire, c'est que ça touche nos consciences d'êtres humains, avec la relation qu'on a à la mort, et ça touche effectivement l'accompagnement médical de cette fin de vie technique, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on ne peut pas aller, qu'est-ce qu'on peut avoir le droit de faire, pas le droit de faire, et c'est encore une fois toute la problématique de légiférer, parce que une loi crée un cadre finalement très strict, très figé. Et on sait bien, jusqu'à maintenant, il y avait des lois moins strictes. La loi Claes-Leonetti, on en reparlera, n'est pas si mauvaise du tout. Et les médecins, certains médecins l'ont appliquée, mais cette loi a été très très mal appliquée. Et puis, beaucoup de médecins sont allés au-delà. Beaucoup, on le sait bien, dans le conciliabule particulier qu'ils peuvent avoir avec le patient et sa famille. Je suis certain que tout le monde a des cas autour de lui de médecins qui ont accéléré la mort d'une façon ou d'une autre, parce que la souffrance et la situation était devenue insupportable pour tous. Voilà, doit-on légiférer là-dessus, ou doit-on se fier à l'humanisme et au professionnalisme des médecins? C'est un vrai débat. Je pense qu'il faut un minimum de cadre législatif. Mais ce qui est sûr, c'est que à l'époque et pendant encore de nombreuses années, j'ai été le témoin d'un acharnement thérapeutique. Et là, c'est vraiment avec des chimiothérapies qui étaient données à des gens dont on savait qu'elles ne marcheraient pas, dont on savait qu'elles pouvaient faire gagner un mois aux patients, mais un mois dans quelles conditions de vie, etc. Heureusement, les médecins beaucoup de médecins sont revenus en arrière sur cet acharnement thérapeutique, qui est une chose totalement différente avec l'accompagnement de la fin de vie. Mais en même temps, voilà, pourquoi certains médecins s'acharnaient à une époque? Est-ce qu'ils voulaient absolument sauver leurs patients? Est-ce qu'ils voulaient absolument jouer leur rôle de soignant? C'est un débat qui est ouvert aujourd'hui dans le milieu médical. Est-ce que le médecin est là pour soigner, ou est-ce que le médecin est là pour tuer? C'est ça qu'on est en train de dire. On dirait oui, mais alors on autorise le médecin à tuer alors qu'on lui apprend à soigner et à guérir. Bah oui, mais finalement, on nous apprend à soigner la souffrance aussi. Et soigner la souffrance, parfois, peut-être que ça peut nous amener à accélérer une fin de vie qui est, je dirais, déjà certaine. Hein. Ouais, alors je te rejoins sur cette question de du rôle de médecin dans la fin de vie, où peut-être il y a des souffrances qui peuvent être évitées, et notamment sur le fait déjà de soustraire un très grand nombre de thérapeutiques inutiles, ce traitement antihypertenseur dont tu parlais, et on voit sans cesse des espèces de pilules futiles qui ont été mises en place, et on se dit bon bah ça au moins on pourrait l'enlever, mais déjà dans le quotidien, j'imagine, du médecin généraliste, on voit des listes entières de soins et de thérapeutiques où on se dit bon, est-ce que c'est vraiment un sens à 80 ans de continuer ça, et finalement de se nourrir de pilules toute la journée, plutôt que d'aller sur les choses les plus essentielles. Et c'est comme si à ce moment-là, effectivement, on élaguait un peu tous les produits pharmaceutiques pour revenir à l'essentiel. Toi, tu t'es beaucoup intéressé à la loi Claes-Leonetti, justement, pour essayer d'en comprendre les ressorts et à quoi elle correspond. Est-ce que tu as plusieurs fois employé cette expression loi Claes-Leonetti? Est-ce que pour les auditeurs, tu pourrais nous préciser ce qu'il y a dedans et comment tu le comprends? Alors, je vais pas aller dans les détails. D'ailleurs, je suis pas assez professionnel, on va dire, de la question au niveau juridique pour aller dans les détails. Mais en gros, la loi, il y a deux grands axes dans cette loi Claes-Leonetti par rapport à ce qui n'existait pas avant. La première, c'est les déclarations anticipées. Et je crois que c'est quelque chose qui, d'ailleurs, existe toujours dans la loi Falorni, évidemment. Et je crois que c'est quelque chose qui fait partie de ce qu'on devrait débattre aujourd'hui sur la place publique. Pourquoi quasiment personne ne fait de déclaration anticipée? Les déclarations anticipées, c'est qu'est-ce que je veux pour moi si je suis dans un état grabataire, ou éventuellement même si je suis dans un état végétatif, ou si je suis en fin de vie. Je pense que c'est quelque chose que n'importe qui a un diagnostic de cancer à risque de mortalité importante devrait remplir avec son médecin, devrait pouvoir en parler avec sa famille pour informer sa famille de ses désirs, de sa vision des choses sur la fin de vie. Le grand problème, c'est que notre culture, contrairement aux hindous par exemple, fait qu'on ne veut pas
voir la mort. On ne veut pas en parler. On en a une peur absolue. On le voit bien dans d'autres pays, dans d'autres cultures. Finalement, une partie du chemin de vie, c'est d'accepter notre finitude, d'accepter le fait que nous allons mourir un jour, et finalement, petit à petit, lâcher prise là-dessus pour profiter pleinement de notre vie. Nous, combien de fois j'ai vu des patients se pourrir la vie parce qu'ils craignaient leur fin de vie, souvent pas tant la mort d'ailleurs que la souffrance, la perte d'autonomie, etc. Et finalement, ils sont tellement obnubilés par cette finitude et la fin de leur vie que ils en gâchent les bons moments actuels, quoi, hein, le fameux carpe diem que beaucoup oublient. Donc ça, c'est une première partie de la loi Claes-Leonetti qui, à mon avis, était un énorme progrès, mais que personne, et même les médecins, n'ont pas mis en place. La plupart des médecins ne connaissent pas la loi. La deuxième partie pour moi, le deuxième grand axe de la loi Claes-Leonetti, c'est d'avoir permis la sédation profonde, c'est-à-dire un petit peu ce qu'avait fait ce médecin pour ma tante, c'est-à-dire non seulement arrêter l'acharnement thérapeutique, quand on voit que les patients en fin de vie ont encore des statines, enfin, c'est souvent un peu délirant quand même, hein, et par contre, accompagné par une sédation profonde pour que le patient ne souffre pas et puisse, je dirais, partir un peu plus vite, dans de meilleures conditions. Cette partie de la loi est à la fois, à mon sens, intéressante, on ne peut pas le rejeter, et évidemment, il me pose un problème parce que dans cette sédation profonde, qu'est-ce qui reste de conscience à l'individu quand il est sous forte dose de benzodiazépine, par exemple? Et nous avons bien sûr vécu, toi et moi et bien d'autres, pendant cette crise Covid avec le Rivotril. Donc c'est vrai que quelque part, parce que le Rivotril, finalement, c'était l'histoire du Rivotril chez les vieux qu'on ne pouvait pas soigner du Covid. Alors évidemment, on va en reparler dans 2 secondes, mais c'était un scandale pour une autre raison. Mais c'était finalement l'application de cette loi Claes-Leonetti dans la sédation profonde de quelqu'un qui va mourir quoi qu'on fasse. Alors autant l'aider à mourir plus vite et avec moins de souffrance. Philosophiquement, c'est pas inintéressant. Enfin, on peut pas rejeter cette notion. Sauf que dans le cas du Covid, évidemment, on a fait ça au lieu de tenter d'autres thérapeutiques parce qu'on considérait qu'il y avait aucun traitement, et surtout on a fait ça à des gens qu'il aurait fallu soigner bien avant et pas laisser chez eux avec du Doliprane ou dans une chambre enfermée dans une chambre d'EHPAD avec du Doliprane et rien d'autre. Bon, c'est un autre débat évidemment, mais voilà, en gros les deux grandes lignes de la loi Claes-Leonetti, c'est ça, avec une couverture du médecin du coup qui pouvait faire ce qu'avait fait le médecin pour ma tante dans le cadre d'une loi, donc avec une certaine sécurité, on va dire. Elle avait probablement certains défauts, certains manques, et Monsieur Falorni a voulu compléter cette loi en allant plus loin, c'est-à-dire au lieu de faire une sédation profonde et de laisser le patient mourir, mais en étant complètement sédaté, on va accélérer son décès. Et je ne crois pas que ça parte d'un mauvais sentiment. Je connais pas Monsieur Falorni, je vais pas du tout juger de ses intentions, mais l'idée de se dire, est-ce que vraiment quelqu'un qui est sédaté pendant 3-4 jours, on parle de patients qui sont réellement en fin de vie, qui ont des cancers stades terminaux, qui ont des maladies de Charcot, sclérose latérale amyotrophique en stade terminal. Est-ce que c'est bien de les sédater sans savoir très bien ce qui se passe dans leur conscience, voire dans leur âme, ou est-ce que finalement on n'aurait pas intérêt à accélérer un peu plus leur fin parce que probablement ils souffriraient encore moins? C'est une discussion, j'ai pas de position ferme là-dessus, mais en tant que médecin, je pense que c'est la question. Et après, la question qui est à côté, c'est comment on fait pour légiférer autour de ça, alors qu'on va avoir une succession de cas particuliers. Et d'ailleurs, je trouve que la loi Falorni ne répond pas réellement non plus à tous ces cas de patients qui ont eu des accidents, qui sont dans un état végétatif, comme on dit vulgairement, des légumes dans un lit, où leurs organes fonctionnent parfaitement bien et où leur cerveau paraît, je dis bien paraît, mort. Et j'ai pas l'impression que la loi d'ailleurs ait répondu à ça. Mais il y a une partie de la loi que j'ai probablement pas bien étudiée. Voilà. Comment je peux répondre à ta question?
Ouais, merci. J'essaie de reformuler. Pour toi, un des gros intérêts, c'est de remettre la discussion sur la mort et la fin de vie pour tout le monde finalement, alors qu'elle est occultée grâce à ces directives anticipées. Et puis de l'autre côté, cette sédation profonde et prolongée jusqu'au décès qui ouvre la porte à ne pas prolonger des souffrances de manière indue, mais qui pose de nombreuses questions sur qu'est-ce qui reste de la conscience. Est-ce que c'est bien finalement techniquement d'aller abrutir complètement la conscience, ou est-ce que quelque part, non, on pourrait faire techniquement autrement, faire que le cœur s'arrête de manière plus brutale ou des choses comme ça, euh, plutôt que de bastonner de médicaments en sachant au fond pas très bien ce qui se passe. Et effectivement, peut-être c'est une des premières discussions que je vais ouvrir, c'est que certains nous disent qu'au fond, ces protocoles sont confortables pour la famille, pour l'entourage, pour les soignants. Ça oui, ils nous évitent de voir quelqu'un gémir, agoniser, peut-être être pas bien, mais on ne sait rien au fond de ce qu'il vit, de qu'est-ce qui se vit à ce moment-là. Et certains ont brandi notamment la question de la scopolamine comme anticholinergique, avec l'idée que c'était une des façons qu'on utilisait chez certains narcotrafiquants sud-américains pour faire délirer les gens, pour leur comme une sorte de torture, quoi. Et que donc bon, ça va pas s'en poser problème parce que tout ça est bien maquillé par cette sédation profonde, mais est-ce que la personne part réellement sans avoir des cauchemars, des hallucinations et des choses comme ça? C'est pas très clair. Ça, c'est vraiment une question très technique, on pourrait dire, sur la sédation terminale. Il n'en reste pas moins qu'elle est rentrée dans les mœurs, hein. En réanimation, c'est le quotidien, hein. Je le dis pour nos auditeurs qui seraient pas au courant. Mais effectivement, quand quelqu'un a une maladie dont on juge qu'on n'y arrivera pas, on arrête tout et on met des doses à la fois de morphinique et d'hypnotique très importantes, dont on sait que le double effet, c'est sûrement de soulager la douleur, peut-être de soulager la souffrance morale, mais on n'a pas ça, on ne sait pas. Et puis certainement de hâter le décès pour ne pas prolonger une agonie indue, on pourrait dire. Euh, bah voilà, il y a plein d'ambiguïtés là-dedans, celle de quel protocole on utilise. Mais un des enjeux qui a été soulevé, c'est que tout ce qu'on est en train de discuter là concerne des gens dont on est certain que leur pronostic est très atteint à court terme. Euh, et tu l'as dit, finalement, quelqu'un qui est dans un état aussi relationnel ou neurovégétatif, on ne sait pas très bien ce qui reste, son corps va bien. Est-ce que ce serait au fond la même chose que quelqu'un qui a un Alzheimer et qui, parfois, de manière paradoxale, ont le cerveau très abîmé, mais un corps qui va plutôt très bien en termes d'organes, et qui, dans ce cas-là, sont pas capables de donner leur consentement, pas capables de discuter, etc., et où on se mettrait à décider pour eux que leur vie n'a plus de sens. Qu'est-ce que tu penses de ces cas-là parce que pour beaucoup, c'est ça qui fait peur dans la loi Falorni, c'est qu'elle ouvre finalement l'euthanasie ou à pousser au suicide assisté ce genre de patients fragiles. Alors, pour te répondre, il faut quand même que j'expose un peu mon point de vue sur cette loi et sur les confusions. Je pense que beaucoup de gens s'expriment sur cette loi, et alors sur les réseaux, j'en parle même pas, sans l'avoir vraiment lu et sans l'avoir vécu. Réellement, je pense que il faut arrêter de parler de suicide assisté, même si dans la loi Falorni, il y a cette partie-là qui est que, excusez-moi, j'ai encore un petit chat, qui est que alors on va plus loin que la loi Claeys, Leonetti, puisqu'on va non pas sédater, mais on va tuer. Et il faut appeler un chat un chat. On va accélérer la mort de quelqu'un, ça veut dire qu'on va le tuer, ou on va l'euthanasier. Et donc c'est toute la question philosophique, humaniste, autour de l'euthanasie qui se pose là. Et je comprends évidemment un certain nombre de personnes qui, par rapport à leur humanisme, par rapport à leurs croyances, en particulier religieuses, ne peuvent pas imaginer qu'on puisse tuer quelqu'un. Voilà. Donc ça, personne ne peut légiférer sur ce point-là. Et je pense que, vu l'état de notre société actuelle, au niveau socioculturel, au niveau politique, etc., c'était probablement pas le bon moment de vouloir faire passer cette loi parce qu'elle est mal comprise et elle réveille des choses chez l'individu qui sont très complexes. Mais encore une fois, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je crois qu'un des problèmes, c'est que beaucoup de gens ne sont pas en paix
avec la mort, leur mort et la mort de leurs proches. Et là, tu soulèves une question importante, c'est pour ça que cette loi est rejetée, c'est que il y a des gens qui voudraient vraiment partir dans de bonnes conditions et donc bénéficier de cette euthanasie et leur entourage ne peut pas le supporter. Moi, je l'ai vécu plein de fois, ça. La mère, la sœur, la fille, combien de fois j'ai vu des enfants tout faire pour que leurs parents vivent le plus longtemps possible parce qu'elles ne pouvaient pas imaginer que leurs parents allaient décéder. Alors que c'est un des premiers travaux qu'on devrait faire, c'est préparer le deuil de ses parents. Parce que si la vie est bien faite, normalement, nos parents doivent mourir avant nous. Et tout ça, c'est des questions, si tu veux, qui, comme elles ne sont pas prises en considération dans notre société, elles ne sont pas enseignées, elles ne sont pas évoquées. C'est des choses qu'on ne doit pas y toucher. Tu sais bien que dans les médecines naturelles, dès qu'on commence à toucher à l'émotionnel, on est des sectes, on est des vilains qui veulent manipuler les cerveaux des gens, alors qu'en fait, on devrait les aider sur toutes ces questions. Et tant que les gens, en France en particulier, n'auront pas avancé sur ces questions philosophiques, on aura toujours des débats incessants sur la loi Falorni ou d'autres. Et je sais, puisque j'ai un petit peu écouté, tu as entre autres interviewé un confrère, un médecin canadien. Ouais, j'ai eu la chance d'avoir pas mal d'amis au Québec et d'y aller plusieurs fois. Ils ont une philosophie de la vie qui est complètement différente. Donc forcément, c'est beaucoup plus serein dans leur démarche. Parce que, encore une fois, pour revenir à ta question initiale, si la question se pose on ne sait pas ce que veut le patient, c'est qu'on n'a pas eu de déclaration anticipée. Et si on n'a pas de déclaration anticipée, c'est que le médecin a peur de les demander. Ne rêvons pas. La majorité des médecins ne sont pas formés à la mort. Ils ne sont pas formés à l'accompagnement de la mort. Ils ne sont pas formés à l'accompagnement des patients en fin de vie avec des maladies graves. Même parfois en cancérologie, il y a des gens qui n'ont aucune formation philosophique et psychologique. Donc, forcément, si on n'est pas en paix soi-même avec sa propre finitude et la mortalité de ses proches, comment peut-on accompagner un patient qui est dans ce cas-là? Il faudrait qu'on ait des déclarations anticipées pour que jamais on prenne des décisions à la place du patient. Ça, c'est une première chose. Alors, je reconnais, hein, j'ai déjà eu ces débats, que des fois, un patient en pleine conscience va faire des déclarations anticipées. Moi, si je suis un légume, je veux mourir. Et puis, arrivé au dernier moment, il a plus du tout envie parce que il se rend compte que non et qu'il a en réalité peur de la mort. Beaucoup de gens sont comme ça. Mais en même temps, et là aussi, je l'ai discuté avec beaucoup de gens et je l'ai vécu, il y a des gens qui sont capables de comprendre que voilà, là, la fin est proche, je souffre trop. Alors évidemment, je réponds pas directement à ta question pour ceux qui sont dans le coma, mais la fin est proche, je souffre trop, j'ai pas envie de voir que mes enfants, mes proches me voient se dégrader. J'ai pas envie de me dégrader. J'ai pas envie de souffrir inutilement pendant des jours à agoniser. Et moi, j'ai envie de partir chez moi avec de la musique, entouré de mes proches, peut-être même dans la sérénité et même peut-être avec un sourire au coin des lèvres. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on devrait pouvoir apprendre aux gens. Comprendre qu'à un moment donné, on va mourir et que peut-être qu'il y a des façons dont on peut mourir plus sereinement. Bon. Et c'est à ça que j'aimerais qu'on puisse arriver un jour personnellement, mais que ça soit le choix du patient. Quand le patient est dans le coma, déjà, c'est qu'on a arrêté les premières étapes. Ou alors, évidemment, un accident de voiture, traumatisme crânien, coma définitif ou pas définitif. Et là, j'ai pas de réponse, oui. J'ai pas de réponse parce que je ne sais pas ce que le patient ressent et évidemment, je ne sais pas ce qu'il aimerait. Alors, est-ce que la loi peut légiférer sur ces cas-là? C'est une vraie question. Et mon impression, hein, c'est d'être humain, pas de médecin, c'est que la famille pourrait être la personne qui prend la décision. C'est d'ailleurs ce qui se passe la plupart du temps. Sauf qu'on ne sait pas si si la famille était en bon équilibre émotionnel avec le patient ou s'il était en conflit. On ne sait pas s'il y a d'histoires d'héritage, de ci, de ça, de vengeance, je ne sais pas, n'importe quoi. Donc c'est très très délicat et évidemment c'est là où il faudrait, on imagine,
un conciliabule avec plusieurs personnes, peut-être un notaire, peut-être un juge, peut-être et bien sûr un médecin, etc., pour peut-être que l'entourage puisse prendre une décision. Mais j'ai pas de réponse. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, d'ailleurs, la loi Falorni a peut-être la bonne idée de pas trop aller sur ce terrain-là. Après, ce que les gens n'ont pas compris, je crois, dans la loi Falorni, parce qu'ils mélangent tout, ils ont l'impression que n'importe qui va pouvoir se tuer ou qu'on va tuer n'importe qui. Et c'est pas vrai. La loi Falorni a la bonne idée de ne pas aller vers le suicide assisté des dépressifs, comme on le voit en Belgique, en Hollande et je crois même en Suisse. On avait vécu ça, le cas d'une femme, une Française, qui disait moi, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant, la vie n'est que souffrance pour moi, n'a aucun intérêt, je veux mourir. Et il y avait eu un article, elle était partie se faire euthanasier en Belgique, je crois. Bon, ça s'appelle se suicider. Et moi, c'est très clair. En tant que citoyen, en tant que médecin, pas vraiment, mais en tout cas, en tant qu'homme, essayant de réfléchir un peu à ces questions humanistes, je suis totalement opposé à ça. Parce que faciliter le suicide d'une personne est absolument inadmissible. La loi Falorni a l'air, de ce que j'ai lu, de très bien encadrer, parce que c'est pas du tout applicable chez les dépressifs, ce n'est applicable que si il y a 3 personnes qui ont effectivement jugé que le patient était réellement en fin de vie, avec aucun traitement possible, aucune évolution envisageable, etc. Voilà. Et si le patient est suffisamment informé, et si jamais, alors là, dans le rêve, il a des déclarations anticipées, moi, personnellement, je ne suis pas choqué à ce moment-là par la loi. Parce que la loi a un avantage. Donc, elle permet d'accélérer la mort, ce qui peut-être évite des souffrances dont on n'a pas conscience quand il y a une sédation prolongée. Et deuxièmement, elle encadre bien les choses au niveau du médecin. Je ne suis pas certain, contrairement à ce que disent certaines personnes, que ça soit la porte ouverte à des excès. Mais c'est une porte ouverte. C'est-à-dire que, et ça je comprends les gens qui ont peur de ça, on a mis le pied dans l'entrebâillement de la porte de l'euthanasie. Et jusqu'où ça pourrait nous amener. Et je comprends la peur de certain nombre de personnes qui se disent oui, mais c'est la première étape pour aller vers de l'eugénisme, une euthanasie incontrôlée, etc. C'est possible. Je peux pas vous dire que je sais pas ce qui se passera demain dans la tête de nos législateurs quand on voit la folie de certains dirigeants. Mais aujourd'hui, je suis pas certain que cette loi soit à rejeter globalement. Je pense qu'elle a des bons côtés. Après, on est d'accord, je comprends aussi parfaitement que des médecins, que des croyants soient totalement opposés à accélérer la fin de vie, qu'ils disent ben non, c'est à Dieu de décider et on va juste le soulager de ses souffrances et il mourra quand il doit mourir. Cette position ne me choque pas sur le plan humaniste, sur le plan philosophique, elle me choque pas du tout. Sur le plan médical, je suis pas certain que ça soit la meilleure parce que je pense que le patient souffre plus quand on fait des sédations profondes que quand on fait une euthanasie. C'est mon sentiment de médecin. Mais ce n'est qu'un sentiment parce qu'on n'est pas dans on n'est pas dans le corps et dans la tête du patient à ce moment-là. Ouais, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Hein. Je retiens une première chose, c'est que pour toi, cette question de l'interdit de tuer, de l'interdit du meurtre, en fait, elle est complètement légitime. Effectivement, elle sous-tend des visions du monde très 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 contradictoires quelque part. Et il y a pas de là, on est sur des fondements philosophiques ou religieux qui sont très profonds et qui peuvent pas être résolus par une loi au fond. Qui correspondrait à dire que peut-être tu serais d'accord avec l'idée qu'il y a une clause de conscience, que certains soignants disent moi je veux pas participer à ça. Alors je suis tellement d'accord qu'elle est prévue dans la loi. Oui. Donc, si tu veux, évidemment, c'est une évidence. Je pense que là, pour le coup, la loi l'a parfaitement compris et envisagé. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Comment pourrait-on dire à un médecin, le patient ou sa femme ou son père ou son fils veut qu'il meure tout de suite, vous devez le tuer, quoi. Enfin, évidemment,
que ça serait inenvisageable, en dehors du fait que déjà la loi l'encadre de façon différente, puisque il faut 3 experts, il y a un droit de un délai de rétractation, etc., etc. Et heureusement qu'il y a une clause de conscience que personne ne va être obligé de passer à l'acte. Et je crois pas. Il y a toujours des brebis galeuses ou des gens un peu bizarres, hein, y compris donc dans la médecine, mais je crois pas que la majorité des médecins fassent ça avec joie. Hein, on est d'accord. C'est la plupart des gens, et je sais que tu en as interviewé, qui ont eu l'occasion de participer à ce genre de choses, le font toujours avec un pincement au cœur. Quoi. C'est pas évidemment, on n'a pas fait ce métier pour ça. Mais tu sais, j'ai discuté avec des amis vétérinaires. Les vétérinaires, alors on pourrait dire que oui, mais c'est des animaux. Non, c'est des êtres vivants auxquels les proches sont très attachés par ailleurs. Et les vétérinaires sont des gens qui ont la même humanité, on va dire, vis-à-vis de ces animaux. Et ça ne leur pose aucun problème philosophique, cette euthanasie qu'ils pratiquent tous les jours. Hein. Bon, alors évidemment, on met pas peut-être tous les mêmes moyens pour soigner un chat ou un chien qu'un être humain. Encore que j'ai eu un cas récent où vraiment un chat a été à la demande de sa famille, hein, a été prolongé au maximum. Mais enfin, à la fin, on a fini par l'euthanasier parce que il était vraiment grabataire, il souffrait trop, et on l'a euthanasié avec l'accord et même à la demande de ses maîtres, mais le plus tard possible. Et ça ne posait aucun problème philosophique à personne. Et bien sûr, la tristesse, le deuil de ce chat a été réel et tout à fait naturel. Hein, tout à fait naturel. Mais je crois que beaucoup de gens refusent la mort de leurs proches parce qu'ils ont pas du tout accepté que ça devait arriver un jour. Et c'est un des points, j'ai déjà dit. Ouais, tu l'as dit, et pour moi c'est un point fondamental de quelque part. Philosopher, c'est apprendre à mourir, hein, c'est l'expression consacrée. Voilà. Et avec cette idée aussi que il faut apprendre cette mort du père, cette mort de la mère, voilà, à quel âge qu'on perde ses parents, on reste un orphelin, et on comprend bien que personne n'a envie de devenir orphelin, quel que soit l'âge. Et pourtant c'est dans l'ordre des choses, c'est dans le et c'est même souhaitable que ça se passe comme ça, comme tu l'as dit. On est plutôt fait pour que nos parents meurent avant nous que l'inverse. Et quand ça se produit à l'inverse, là, il y a à l'évidence des deuils pathologiques, des souffrances très importantes dans l'ensemble du corps social et collectif et familial. Et c'est au fond pour moi un des enjeux très forts que tu soulignes là, c'est que tout ça n'a rien à voir quelque part avec juste la liberté et l'autonomie. On les met en avant sans cesse, mais au fond, nous sommes entretissés dans un nous. Nous sommes, on en a souvent parlé, hein, de cette question de je et de nous, mais au fond, ce sont les gens autour de nous qui nous maintiennent en vie quelque part. Et quand tu prends cet exemple de des personnes âgées qui sont maintenues à la force du poignet par toute la famille, qui se transforment en aidants, en soignants parfois, avec des gens qui ne travaillent même plus mais passent leur temps à, au fond, soigner leurs proches. Il y a comme une modification de la relation pour un tonneau des Danaïdes qui ne sera jamais, qui n'arrivera jamais jusqu'au bout, et où potentiellement même l'entourage s'épuise psychologiquement, affectivement, passe son temps à éteindre cette petite pensée de mort qui vient en trame de fond, parce que c'est vrai que pour beaucoup de familles, quand ils vont à l'EHPAD voir leur père ou leur grand-père qui ne les reconnaît plus, qui ne peut plus parler, qui a un Alzheimer au stade du jargon, il y a comme un pincement au cœur à chaque fois en se disant mais qu'est-ce qui reste et est-ce que ça a encore un sens? Et avec cette petite voix qui dit tiens, peut-être ce serait bien si ça s'arrêtait, mais tout de suite une sorte de péché culpabilisateur, on va dire, de même y penser, en se disant non, je peux pas me permettre d'y penser. Et pourtant, c'est un petit peu là. Donc, il y a cette extraordinaire complexité, je trouve, dans tous ces projets de loi, qui est que on est entretissés les uns avec les autres, et qu'effectivement, il y a un énorme travail collectif à faire. Et pour moi, c'est peut-être une des tâches aveugles de cette loi Falorni, c'est qu'il n'y a pas tellement de travail avec l'entourage. Il y a eu un moment une proposition que l'entourage puisse participer au geste létal. Ça, moi, ça me semblait pas souhaitable, mais comme si on avait peut-être besoin de quelqu'un d'extérieur qui ne soit pas dans le même type de relation et qui vienne interrompre le cours de la vie, mais sûrement pas que ce soit mon fils ou ma fille ou mon frère qui injecte un produit quelconque.
Qu'est-ce que tu en penses de cette relation à la famille et du rôle de la famille dans tout ça? Ouais, écoute, je crois pas que c'était le but de cette loi, et je vois pas pourquoi ça serait le but de cette loi de poser ces questions autour de la famille, sauf le savoir qui tue à la fin. Ça, je vais y répondre. Je pense que c'est pour ça, comme toujours, on met la charrue avant les bœufs et on ne traite pas la société, on ne, on n'aide pas les gens à faire des démarches, entre autres, donc de l'acceptation de la mort. Et je dirais même que pire que ça, même on aseptise la mort depuis des années chez nous. Plus personne ne meurt chez soi, sauf des exceptions, et on veut surtout pas voir la mort. Donc forcément, faire une loi Falorni sur l'euthanasie, alors que les gens ne supportent pas même l'idée de la mort, on comprend bien que ça perturbe beaucoup de conscience. Euh, pour répondre à ta deuxième question, la loi Falorni permet soit que le patient s'auto-injecte, soit que ça soit le médecin. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Alors effectivement, moi j'ai eu un cas, entre autres, dans mon entourage, d'un ami dont le père était en stade terminal, avec des très grosses souffrances, et je te parle de ça il y a 25 ans, c'était avant la loi Claes-Leonetti à mon avis. Évidemment, à un moment donné, il y avait trop de souffrances, et le médecin, avec tout son humanisme, a proposé de soulager ses souffrances et, comme on dit dans notre jargon, de pousser la seringue. Et évidemment, il a demandé l'avis du fils de donc qui était mon ami, donc du fils de ce malade, et ou peut-être même d'ailleurs c'était mon ami qui en avait parlé au médecin en disant c'est plus possible, il faut abréger ses souffrances, quoi. Il y avait vraiment une souffrance énorme. Et ils ont décidé tous les deux, dans leur conciliabule privé, comme toujours, et c'est peut-être ce qui fait la beauté de notre art médical, d'abréger les souffrances de ce monsieur. Et ils ont poussé la seringue tous les deux. Bon, ça a été un choix du fils. Et si tu veux, moi, il m'en a parlé, c'est quelqu'un avec qui j'avais souvent des discussions philosophiques, il m'en a parlé comme étant un acte réellement d'amour. Dans le sens, je vais soulager mon père de ses souffrances, ce n'est plus possible. Et dans le geste est horrible, et en même temps, pour lui, c'était un geste d'amour. Et il en parlait plusieurs années après avec les larmes aux yeux, tellement c'était à la fois complexe et en même temps, c'était devenu indispensable. Malgré cet exemple, je ne crois pas qu'on doive faire porter la responsabilité de cet acte d'euthanasie, donc de tuer. Je crois qu'on ne pourra pas faire l'économie des mots si on cache les mots pour dire oui, mais on va réussir à faire passer la loi, mais on va cacher les mots. Non, on va faire passer la loi si on assume les mots. Cet acte de tuer ne doit pas être sous la responsabilité de la famille. C'est trop lourd à porter, à mon sens. Même, surtout que déjà, elle va accepter que le médecin fasse ce geste. Elle va accepter parce qu'elle aura réfléchi consciemment, pesé le pour, le contre, etc. On imagine dans des familles qui ne sont pas dysfonctionnelles. Ou bien même le patient lui-même. Nous, on le sait, Louis, on fait des piqûres très facilement à plein de patients. Mais quand il s'agit de se piquer soi-même, la première fois, moi je me rappelle la première fois que je me suis piqué, ben, j'ai pas réussi. En réalité, j'ai fait le geste et puis hop, j'ai retiré. Parce que se faire du mal à soi, c'est très compliqué au niveau de notre cerveau. Et je crois que c'est un peu pareil à ce moment-là. C'est est-ce que vraiment, pourquoi donner la responsabilité aux patients de se suicider finalement? Et c'est d'ailleurs peut-être un des problèmes de cette loi, c'est que du coup on parle dans la loi de suicide assisté, et moi j'ai envie de refuser ce terme. Je pense qu'il pervertit la loi. Et pourtant, un article parle bien de suicide assisté, puisque c'est le patient lui-même qui s'auto-injecte. Comme ça se fait, je crois, en Suisse. Je crois que c'est en Suisse que ça se fait comme ça. Mais justement, je crois qu'il faut enlever le terme de suicide dans cette histoire. Il y a beaucoup de confusion des genres parce qu'on parle de suicide assisté. Et justement, non, on ne va pas aider les gens à se suicider. On va accompagner quelqu'un qui est en grande souffrance et qui est en fin de vie. Et comment
en tant que médecin, qu'humaniste, comment une société doit permettre l'accompagnement des patients en fin de vie, réellement en fin de vie, c'est-à-dire on est vraiment dans une situation où la médecine est totalement impuissante et ça a été affirmé par des experts, et que le patient est dans une souffrance qu'il ne veut plus supporter. Et là, je crois que c'est de la responsabilité du médecin, finalement, parce que c'est un acte de soin. Les vétérinaires vous le disent, hein, c'est l'ultime soin de l'animal, l'euthanasie. Et il faut accepter que ça soit un acte de soin, parce que soulager la douleur et la souffrance, c'est un acte de soin. Alors il se trouve que là, c'est la dernière et que ça aboutit à la mort. Mais le patient va mourir. Ouais. Cette idée d'appeler un chat, d'utiliser le mot tuer pour de bon, et puis de pas mentir sur les termes, est importante, parce qu'on voit que derrière cette loi, les gens plaquent au fond la façon dont ils voient le monde quelque part, et les conséquences qu'ils envisagent de par leur propre imaginaire. Donc certains sont sur cette idée individuel, interindividuel du colloque singulier du soignant avec son patient, cherchant à soulager la souffrance et à satisfaire à la volonté du patient. D'autres, effectivement, voient tout un spectre de possibles s'ouvrir qui serait gênant, notamment une première question, c'est est-ce que ça va devenir une opportunité économique? Est-ce que, au fond, des entreprises d'aide à mourir vont se mettre en place? Est-ce que il a été brandi un rapport de Fondapol, qui est un think tank libéral, qui a d'emblée dit bon, si cette loi se passe, on aura 1,5 milliard d'économies pour le système de santé d'emblée, parce qu'au fond, c'est la dernière année de vie qui coûte très cher chez les Français. Et si on accélère les choses, on va tout de suite faire des économies en termes de retraite, en termes de soins, en termes d'assurance maladie. Et là, d'emblée, il y a eu un soupçon que la loi ne soit pas uniquement faite pour aider les patients à mourir dignement, mais avec des relents économiques, on va dire. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors écoute, on se connaît depuis cette période délirante du Covid, donc et mon parcours parle de lui-même. Je n'ai pas de problème à regarder les choses en face et à appeler un chat, surtout quand il y a de la manipulation et des histoires de gros sous derrière. Mais là, pour être sincère, mon cher Louis, les gens qui pensent ça, ça me passe au-dessus et pour être vulgaire, j'en ai rien à foutre. Parce que la question, elle est individuelle. On va pas commencer à imaginer, et peut-être qu'il y aura des abus. D'abord, il y a des abus à chaque fois qu'on fait une loi. À chaque fois qu'on fait une loi, il y a des gens qui trouvent une façon de la détourner, de l'interpréter et d'aller dans l'excès et dans l'abus. Donc ça, c'est possible, j'en sais rien. Mais on est face à un problème individuel et un problème humaniste. Comment on fait pour que des personnes qui sont dans un état dramatique de souffrance physique et psychologique, comment on fait pour abréger leur souffrance en fonction de leurs demandes et de leurs désirs? Voilà. Qu'il y ait des gens qui fassent du fric derrière, peut-être, mais je m'en fiche dans un premier temps parce que je veux qu'on aide ces gens et on l'a tous vécu. Je suis certain que, bon, toi, c'est en tant que médecin aussi, mais on a tous des exemples autour de nous de gens qui ont fini leur vie dans des états de souffrance absolument insupportables et inadmissibles. Après, les histoires économiques, si tu veux, oui, alors bon, on va faire des économies sur les pensions de retraite. Bon, inversement, les EHPAD vont perdre de l'argent. Donc, je sais pas. Je pense que, encore une fois, il faut toujours se demander qu'est-ce qu'il y a derrière ces prises de position décalées sur oh là là, attention, on va ouvrir la boîte de Pandore. On va ouvrir la boîte de Pandore, c'est certain, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que on va autoriser l'euthanasie, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et ça, c'est une vraie question philosophique. Et peut-être que on prend des risques, mais en même temps, excusez-moi, mais il y a combien 800 000 morts par an en France. Il y a 300 000 morts de cancer par an en France.
il faut peut-être se poser la question comment ces 300 000 personnes meurent, hein, sans parler des maladies neurodégénératives, etc. Donc, je crois qu'il faut pas non plus se tromper de débat. Beaucoup de gens montent des boucliers, des pancartes de manifestations pour dire oh là là, c'est une loi horrible, il faut arrêter tout ça. Soit la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont peur de la mort, et quand ils utilisent d'autres arguments, c'est quand même qu'ils ont peur de la mort. Ou alors après, on a des vrais complotistes dont je ne suis pas, qui voient le mal partout parce qu'il faut absolument critiquer tout ce que fait le gouvernement. Et Dieu sait que je suis particulièrement critique de ce qu'ont fait les derniers gouvernements sur le plan de la santé. Et notre système de santé est dans un état tellement dramatique que je ne peux que leur en vouloir. Donc évidemment, je suis méfiant. Je suis méfiant, mais on peut réfléchir de façon humaniste et de façon aussi individuelle. Je crois que c'est vraiment de ça dont on a besoin aujourd'hui. Je crois. Mais bon, après, on peut décider que on fait aucune loi parce qu'il y a des risques de dérive, et puis bah, les gens ils meurent quand ils veulent, ils meurent, et puis bah, de toute façon, voilà, c'est comme ça. Tu vois. Merci pour cette réponse, même si j'en partage pas forcément la conclusion. Je suis d'accord avec le prémisse de cette idée individuelle et de la relation, et d'essayer de résoudre cette problématique. Même si pour moi, dans la question du législateur, il y a le principe responsabilité développé par Hans Jonas, c'est une éthique diachronique et pas seulement synchronique qui doit se mettre en jeu, et donc le fait d'envisager les responsabilités et les possibles, et y compris rares, qui pourraient survenir suite à une loi. Mais bon, effectivement, c'est deux visions du fait de légiférer différentes. Est-ce que pour toi, la loi Claes-Leonetti suffisait pas? Qu'est-ce que Ouais, certains ont posé cet argument-là en disant mais la plupart des médecins connaissent pas la loi Claes-Leonetti. Là, si on regarde nos collègues, la plupart ne sont même pas au courant en fait de la proposition de loi Falorni. Hein. Ils en ont rien à foutre, quoi. Donc on se dit bon, la plupart des médecins ne connaissent même pas l'arsenal à disposition, l'arsenal législatif qui les protège dans ce genre de cas, et tout ce qu'ils peuvent faire. Et donc il y a eu cette question, est-ce qu'il y a besoin de légiférer en plus sur quelque chose qui effectivement ouvre un possible qui jusqu'ici avait été soigneusement éludé. Donc là, il y a cette première question sur la loi Claes-Leonetti et son application, et est-ce qu'elle était suffisante et pourquoi elle serait insuffisante. Et d'autre part, la question des soins palliatifs. Une partie des palliativistes, pas tous, hein, il y a certains qui sont d'accord, 15% environ, là, lors du dernier congrès de la SFAP il y a quelques jours, sont plutôt en accord avec la loi Falorni, mais 85% pensent que globalement ça va être une atteinte aux soins palliatifs. Alors, plusieurs réponses à tes multiples questions. D'abord, tu m'as déjà entendu le dire, et je l'ai même dit au CSI, je pense qu'on a eu tort je l'ai dit tout à l'heure, on a eu tort de vouloir faire passer cette loi actuellement parce que la société n'est pas prête et on est dans une situation où il me paraît pas opportun d'ouvrir ces débats et d'ouvrir cette boîte de Pandore. Ensuite, tu m'as déjà entendu, c'est ça que j'ai dit au CSI déjà, que c'était pas nécessaire parce qu'on avait une loi Claes-Leonetti qui était plutôt bonne et absolument pas appliquée. Et donc, je ne peux que te rejoindre. Il aurait fallu expliquer, enseigner la loi Claes-Leonetti et que les médecins l'appliquent vraiment. Mais pour que les médecins l'appliquent, il faut non seulement qu'ils la connaissent, qu'ils en connaissent les détails, mais aussi qu'ils n'aient pas eux-mêmes peur de la mort. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on fabrique des médecins qui sont de formidables techniciens, mais avec une formation philosophique qui est complètement oubliée. Je veux le dire ici une fois encore, actuellement, en première année de médecine, on est en gros sélectionné sur nos capacités mnésiques. Si on a une super mémoire, ça va être mieux, et notre capacité à ne jamais mettre en doute l'autorité, puisque quoi qu'on pense, on doit répondre au QCM de la façon dont pense le maître. Et ça s'appelle du dogme. Et on sélectionne des gens qui acceptent le dogme. Donc ça, c'est déjà deux problèmes. Mais
comme on a été nombreux à critiquer ces études où il n'y avait aucune part d'humanisme, on a décidé de faire un examen en première année de sciences humaines. Alors, comme je connais des gens qui ont passé ça, alors je ne sais pas cette année, mais en tout cas, il y a quelques années, l'examen de sciences humaines, c'était quoi? On vous donnait un texte de 1000 mots et il fallait le résumer en 100 mots exactement, entre 98 et 102, exactement. Voilà ce que c'est les sciences humaines en première année. Voilà sur quoi on sélectionne l'humanité du futur médecin. Donc forcément, déjà, quand on sélectionne des techniciens et qu'ensuite, à aucun moment, on les initie à la philosophie, à ces réflexions humanistes, comment voulez-vous qu'à la fin, ils appliquent la loi Claes-Leonetti? Parce qu'ils ne veulent même pas, ils n'osent même pas parler de la mort à leurs patients. Pas tous, heureusement, je ne veux pas faire des généralités, mais quand même, c'est ce qu'on se rend compte. Donc, effectivement, les agences de santé, les ministères, les ci, les ça, et même les formateurs à la fac n'ont pas initié suffisamment les médecins à la loi Claes-Leonetti. Et comme on leur a pas donné les armes philosophiques, humanistes, pour s'en ouvrir, en discuter avec leurs patients, voilà. En cancérologie, combien de médecins, vous savez que normalement il y a un dispositif d'annonce. Bon, il est respecté, on va dire une fois sur deux, mais une fois sur deux, on annonce le cancer du patient entre deux couloirs, entre deux portes, parfois chez le radiologue. Enfin, c'est délirant. Mais combien, une fois qu'ils ont fait une consultation d'annonce dans les formes, combien ont demandé aux patients est-ce que vous voulez qu'on parle de vos déclarations anticipées? Je comprends qu'ils n'en parlent pas à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, on a envie de donner de l'espoir que le patient va guérir. Si on parle de déclaration anticipée, c'est qu'on parle déjà de sa future mort. Mais en même temps, combien de patients à qui on donne un diagnostic de cancer n'ont pas pensé à leur propre mort? Zéro. 100% des gens qui ont un diagnostic de cancer sont confrontés, sont projetés face à leur propre mort. Et croyez-moi, j'ai suffisamment d'expérience sur le sujet. Donc, bien sûr, c'est pas forcément la première consultation qu'il faut le dire, mais et heureusement, beaucoup de cancers aujourd'hui se guérissent bien, surtout quand on les dépiste et qu'on les opère tôt. Mais on connaît des cancers dont on sait qu'ils ont une durée de vie très très limitée et on devrait poser ces questions. Donc, et si la loi Claes-Leonetti avait été appliquée, pour finir sur ta question, on n'avait pas besoin de la loi Falorni. Alors, on a vu pour la loi Claes-Leonetti, c'est de la sédation profonde, c'est pas de l'euthanasie. Bon, d'accord. Mais nous ne soyons pas hypocrites. Nous savons très bien. D'ailleurs, les médecins qui ont utilisé le Rivotril dans le cas du Covid, ils n'ont pas fait de la sédation profonde, ils ont fait de l'euthanasie. Il faut appeler un chat un chat. Ils ont tué leurs patients. Voilà. Ils veulent pas l'accepter parce que ça les choque, peut-être dans leur humanité ou dans leur fausse croyance, mais en réalité, ils ont tué leurs malades sans chercher à les soigner dans ces cas-là. Et c'est pour ça qu'on a, toi et moi et beaucoup d'autres, été horrifiés de cette solution qui se ressemblait un peu à la solution finale, parce que vraiment, on a en cancérologie, on a fait tous les traitements possibles, et puis au final, rien n'a marché, le patient est en fin de vie. Ok, on peut accepter. On n'est pas Dieu. Qu'est-ce qui fait que ce patient ait un cancer? Pourquoi les traitements ne marchent pas, etc. Et à un moment donné, pourquoi ne pas l'accompagner dans sa fin de vie? Alors la loi Claes-Leonetti le permettait déjà très bien. Je pense qu'un certain nombre de médecins, dans leur conscience personnelle, ont poussé un peu plus la seringue pour éviter des souffrances inutiles. Et finalement, on s'en sortait très très bien comme ça, à mon avis. Mais évidemment, dans certaines structures, et se pose la question, et je pense que ça c'est très important, hein. On n'en a pas parlé, Louis, bon, il va peut-être pas durer encore très longtemps l'interview, mais il faut bien différencier la fin de vie des malades, cancer, sclérose latérale amyotrophique, etc., et la fin de vie des vieux, des grands seniors qui sont dans des états grabataires, ça peut être des Alzheimer, mais les Alzheimer déjà, comme tu disais, en plus certains ont un corps qui fonctionne très bien, mais tous les déclins cognitifs, hein, ça peut être aussi les démences vasculaires, ça peut être, il n'y a pas que l'Alzheimer. Qu'est-ce qu'on fait pour ces vieux qui finissent par s'éteindre petit feu dans un lit d'EHPAD, etc. Et j'avoue que j'ai pas de réponse, hein, franchement, j'ai pas de réponse. À quel moment on pourrait imaginer que... Et la loi Claes-Leonetti n'a pas pris en considération, la loi Falorni n'a pas pris en considération. C'est intéressant aussi. Voilà. Après,
qu'est-ce que je peux te dire? Que les gens qui sont des spécialistes du soin palliatif se sentent spoilés en disant oh là là, on va me piquer des malades parce que on va les tuer avant que je puisse m'en occuper. Je sais pas, je sais pas. Je pense que c'est nos confrères qui font et consoeurs qui font des soins palliatifs font un travail formidable, souvent avec beaucoup d'humanité. Ceux-là, quand ils ont choisi ce métier, ils ont réfléchi aux aspects humanistes et philosophiques de la médecine et de ces soins particuliers que sont les soins palliatifs. Et heureusement qu'ils sont là, et on ne peut que les en féliciter. Faudra les écouter. Peut-être qu'il faut se demander qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils n'aiment pas dans la loi Falorni. Mais encore une fois, pour moi, personnellement, à titre purement personnel, je pense qu'on n'aurait pas dû présenter cette loi aujourd'hui. Elle n'était pas assez mûre, peut-être. Et pourtant, encore une fois, je trouve qu'elle est pas si mal que ça. Et surtout, la société ne l'est pas mûre. Nous ne sommes pas du tout prêts à entendre que on va tuer des gens pour leur éviter de souffrir. Hop. Merci pour cette réponse. Il y a beaucoup d'éléments intéressants pour moi dans ce que tu dis. Cette première idée là de la mort interdite quelque part, c'est un historien qui s'appelle Philippe Ariès qui a beaucoup écrit sur cette question-là des temporalités historiques relativement à la mort, avec la mort apprivoisée, la mort de soi, la mort de l'autre, et puis la mort interdite dans nos sociétés modernes et postmodernes. Et quelque part, on pourrait voir toutes ces lois comme une sorte de tentative de réappropriation du mourir, alors qu'il nous a échappé. Et ça, en ce sens, je pense qu'elles sont intéressantes, parce qu'elles reposent au milieu de la table cette question, des directives anticipées, de mes parents vont mourir, de mes parents vieillissent, de l'ensemble de ces deuils successifs que plus grand monde ne veut faire dans cette société de l'avoir, de l'accumulation, et on veut rien lâcher au fond, une société asthmatique qui veut rien lâcher de tout ce qu'elle a eu, ni en termes performatifs, ni en termes de relations, en essayant d'avoir le plus grand champ relationnel possible avec 50 milliards de followers, mais le jour de son enterrement, peut-être un ami qui sera là. Donc effectivement là, on se dit tiens, il y a comme un aveuglement sur la réalité de ces deuils successifs que sont la vieillesse et la mort. Et en ce sens, je pense que c'est très intéressant d'en parler effectivement, et que ce qu'on fait là, ce que la loi elle-même, ce qu'elle vient convoquer, quelque part, c'est une opportunité, c'est une chance, parce qu'elle vient de remettre sur la table quelque chose qui est très important. Et je crois qu'on est à ce moment-là où on bredouille en fait sur le fait de se réapproprier le mourir. Ensuite, il y a cette question où il y a une ambiguïté. Tu nous dis à la fois cette loi pour toi est plutôt pas si mal, quoi, mais elle arrive dans une temporalité qui est pas bonne. La société n'est pas prête. Et de l'autre côté, il y a cette histoire du Rivotril où on se dit, mais il n'y a même pas besoin de loi, c'est déjà fait. C'est-à-dire, on a déjà transgressé au moment du Rivotril, des gens à qui on n'a pas fait de diagnostic, on n'a pas cherché à savoir s'ils avaient une insuffisance cardiaque. Je me permets de te rappeler, mais tu le sais par cœur, qu'il n'y avait pas de loi, mais il y a eu un décret qui autorisait. Donc, il y avait l'équivalent, entre guillemets, d'une loi qui a autorisé l'euthanasie à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est encore plus grave, évidemment, puisque un décret, c'est une personne, un ministre, un président, ou quelques personnes qui croient qu'ils savent ce qui est bon pour nous, qui ont décidé. Je dirais l'avantage de la loi actuelle, Falorni, c'est que au moins c'est débattu par la représentation du peuple. On peut discuter longtemps. Est-ce que le peuple est bien représenté par nos députés? Mais en tout cas, voilà, c'est quand même une forme de démocratie, alors que l'histoire du Rivotril, ça a été du totalitarisme pour moi. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes quelque part dans leur bureau qui ont décidé que les vieux, on pouvait les tuer et sans les soigner. Et ça, c'est beaucoup plus gênant. Enfin, c'est juste, excuse-moi de t'avoir interrompu, mais c'est voilà. Effectivement. Et par contre, il y a des transgressions. C'est pour ça que j'intervenais, parce qu'il y a des transgressions individuelles du médecin, avec souvent sa propre humanité et souvent dans de très bonnes circonstances et pour de très bonnes raisons. Alors bon, ça se dit pas, faut pas le dire. On serait condamné, le médecin qui serait découvert en train de pousser la seringue serait immédiatement condamné, évidemment. Et pourtant, nous savons tous, soyons pas hypocrites, que ça s'est fait, que ça se fait, et que ça s'est la plupart du temps fait dans d'excellentes conditions humaines et voilà. Ouais, moi c'est quelque chose que j'ai mis en avant, c'est que une sorte d'euthanasie d'exception dans une transgression volontaire quelque part,
qui fait la part belle au dialogue entre le patient, son soignant, sa famille, parce que dans ce cas-là, si vous êtes en train de faire une connerie, faut bien la faire, et donc vous n'avez pas intérêt effectivement à ce que ni ça se sache, intérêt à ce que tout le monde soit d'accord, qu'il n'y ait pas 50 procès derrière, et donc quelque part, ce contexte même de la transgression, pour moi, pour avoir vu de nombreuses expériences, fait qu'effectivement, ça se passe majoritairement du temps bien. Et c'est un des éléments clés pour moi, à la fois dans ce que tu dis et dans ce à quoi ça me fait réfléchir, c'est que si c'est quelque chose qui est fait pour le patient et de la part du médecin dans une vraie conscience de ce qu'il fait, avec cette réflexion philosophique, humaniste, c'est teinté de vouloir bien faire, je pense qu'à la fin on aboutit à quelque chose d'assez juste, qu'il n'y a pas tellement de difficultés, même morales ou de deuil, mais qu'à partir du moment où ça deviendrait un geste de puissance de la part du corps médical pour supprimer les plus faibles et faire une société meilleure, sont tous les Roland et jeunistes du début du XXe siècle, en même temps teinter encore l'après 1945 malgré la gueule de bois du nazisme. Là, c'est tout autre chose pour moi. C'est tout autre chose parce que c'est une volonté de puissance, alors que dans le premier cas, c'est plutôt l'acceptation de la reddition. On rend les armes, quoi. Et je pense que aucun texte de loi n'arrivera à faire proprement la différence entre ces deux aspirations qui sont dans tous les humains, quoi. Il y a une ambiguïté dans les diagnostics de grossesse, de maladies chroniques. Quand on fait le diagnostic d'un trisomique 21, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est vraiment individuellement pour soulager la souffrance ou c'est pour faire une société meilleure? Bon, et on reste dans des espèces de dilemmes insolubles où à la fin la question est l'éthique individuelle effectivement et le choix de responsabilité qu'assume le médecin et la famille et le patient, quoi. Donc j'ai l'impression que les lois sont toujours un peu une impasse dans ce cas-là, effectivement. Les lois ont plusieurs défauts. Le principal, c'est qu'elles ne règlent jamais les cas particuliers et que dans ce domaine, il y aura beaucoup de cas particuliers. On pourrait faire un parallèle avec la loi sur l'avortement. Hein. Ça a été, je pense que les discussions dans les années 70 sur l'avortement, la légalisation de l'avortement étaient du même niveau. On ouvre la boîte de Pandore. Il va y avoir des excès, il va y avoir des cliniques d'avortement qui vont faire du fric. Ils vont, ok. Et au final, il y a quelques excès certainement, il y a quelques abus certainement. Les gens qui ont une croyance, en particulier religieuse importante, poussée, se disent qu'on tue quelqu'un, un être en devenir, et que c'est inadmissible. Mais moi, j'ai toujours pensé, si tu veux, que en tuant, alors là, j'utiliserai pas le mot tuer en l'occurrence dans l'avortement, surtout quand il est fait dans les conditions légales et avant un certain nombre de semaines. Mais ça peut se discuter. Je peux comprendre qu'on ait envie de discuter de ça et que dès que on est au premier mois, on a quelque chose qui est formé, un fœtus, qui est un embryon, qui ressemble peut-être à un futur être humain, etc. On peut discuter de ça, mais combien de vies de jeunes mères, de jeunes femmes on a sauvées, combien de vies horribles d'enfants qui auraient été abandonnés, qui auraient été sans père, sans mère peut-être, on a sauvé. Si tu veux. Moi, j'ai pas de problème avec l'avortement, avec la loi sur l'avortement. Je pense que c'était une bonne loi et en considérant que effectivement il y a des abus et des perversions des lois comme toujours. Bon, voilà. Alors une fois qu'on a fait ce parallèle, c'est quand même très différent. On est quand même dans une situation très très différente. Et je comprends qu'on ait peur de ce que cette loi peut apporter comme dérive, comme excès, et puis qu'est-ce qu'elle donnera à l'avenir. Est-ce que c'est la volonté d'un pouvoir de maîtriser la mort? Pour certains, sûrement. Légiférer la mort déjà me gêne un peu, forcément. Après, encore une fois, moi, je me replace toujours dans mon statut de médecin face à un patient en souffrance. J'ai envie qu'on ait quand même une loi qui me protège un minimum. Voilà. Ça, même si personnellement, j'ai jamais eu l'occasion de passer à l'acte. Mais
c'est sûr que on va créer finalement un certificat de droit de tuer, comme un peu comme James Bond, quoi. Hein. Vous avez le droit de tuer dans telles conditions. Est-ce que l'État peut se substituer Est-ce que, encore une fois, finalement, est-ce que chaque cas n'est pas totalement particulier? Je crois que oui. Et une loi ne peut pas répondre à chaque cas particulier. Donc on met un cadre, peut-être qu'il aurait été utile d'avoir un cadre un peu plus large, peut-être un peu plus flou, je sais pas. Et en même temps, s'il est trop flou, les gens vont faire des abus. J'avoue que j'ai pas de position définitive là-dessus, mais à un moment donné, un peu comme sur l'avortement, est-ce qu'il faut pas quand même aussi avancer? Et voilà, et bon, on a encore, en France un peu moins, mais quand même, et aux États-Unis, des ligues contre l'avortement, mais qui ont une vision, à mon avis, trop restrictive de la problématique. Et c'est pour ça que je repose toujours la question, hein. Moi, je remets toujours sur la table la même chose, hein. On fait quoi pour l'individu qui est en souffrance devant moi, et qui est en fin de vie et dont on sait que sa maladie est inexorable et qu'il va mourir? Et qui est dans des souffrances souvent insupportables. On fait quoi? Et du coup, derrière, après, faut-il une loi pour répondre à cette question? Et c'est tout le débat, hein, c'est tout le débat. Mais il faut pas l'emmener trop loin, ce débat, je pense, sur le plan, y compris complotiste. Ouais, ou des projections possibles, des possibles, quoi, sans même complot, sans juste quelles conséquences pour une société, quoi. Je pense qu'il y a quand même ce juste garde-fou de voir que quand des lois eugénistes, malthusiennes ont été passées, bah, ça aboutit quand même à peu près toujours dans tous les régimes à des dérives qui étaient Mmh. qui effectivement étaient pas supportables, et qu'il y a besoin de quand même garder ça en ligne de fond, pour éviter d'aller trop loin dans le fait de légiférer. Merci beaucoup, Eric. Peut-être qu'on arrive doucement au terme de notre entretien. Est-ce qu'il y a des éléments que tu voulais aborder que je t'aurais pas Pas posé comme aborder, question? mais ouais. Compléter par rapport à ce que tu viens de dire et ce que j'ai dit juste avant, si tu veux, j'aurais été très très opposé à une loi qui encadre la fin de vie des personnes âgées, même si cette question-là, moi, me pose un vrai problème. Je pense que on a un vrai problème avec le grand vieillissement. Personne. J'ai jamais eu un patient qui dit oh, moi je veux vivre le plus vieux possible, même si c'est dans un EHPAD grabataire. Personne. D'abord, les gens, c'est pas la mort dont ils ont peur, les personnes âgées, hein, c'est le perte d'autonomie. Mais alors, le fait d'être grabataire, légumes dans un truc, dans un lit d'EHPAD où on reconnaît à peine sa famille et où on a plus d'angoisse tous les jours, et tu connais le principe, hein, ces personnes-là, à un moment donné, quand les proches arrivent, elles sont contentes et 2 secondes après, elles disent ah ben tu viens jamais me voir alors qu'ils sont venus la veille parce que bon ben ils ont plus cette mémoire donc ils sont dans une souffrance permanente. Et je pense que ça c'est une question philosophique qui pourrait être soulevée mais inversement, je suis content qu'elle n'ait pas été euh, euh, prise dans cette loi, si j'ai bien compris la loi, puisqu'elle ne parle que des gens qui ont des maladies incurables en fin de vie. Alors effectivement, on pourrait y rajouter peut-être l'Alzheimer, je ne sais pas si, et c'est toujours le même principe, à un moment donné, jusqu'où et quels sont les abus qu'on peut faire à partir de cette loi, et c'est là où je peux comprendre que certains soient très très réservés, mais ça nous amène encore une fois, c'est toujours le problème, hein. On essaie de régler un problème qu'on a créé en amont, parce que Ouais. par exemple, pourquoi il y a autant de vieux qui meurent à petit feu dans les EHPAD? C'est parce qu'on leur a donné des traitements multiples et variés, des 15 médicaments pour faire tenir tous leurs organes, quelles que soient les conséquences. Et donc, effectivement, ils sont maintenus en vie artificiellement par 15 médicaments. Et là, dans les EHPAD, hein, ils n'arrêtent pas les antihypertenseurs, comme l'histoire de ma tante au début ou autre, hein. Ils maintiennent les traitements et même ils en rajoutent, hein. On en Ouais. est maintenant à filer des statines à 90 ans, quoi. Donc, il y a une espèce de délire dans la gestion des personnes âgées, la gestion médicale, et du coup, qui nous crée une situation qui est humainement insupportable. La plupart des gens disent c'est insupportable, tous ces vieux qui meurent à petit feu dans les EHPAD. Et en même temps, on le crée.
Alors évidemment, si on voulait répondre à la question finale en disant, bah oui, mais peut-être qu'il faudrait les aider à partir, on oublie que c'est nous-mêmes qui les avons créés. Et c'est pour ça que c'est peut-être un mot de conclusion, c'est que c'est bien de réfléchir à une loi de type Falorni, mais il faudrait peut-être réfléchir en amont comment on forme les médecins, comment on aide la société à accepter l'existence de la mort, de notre finitude, comment on peut aider les gens à mieux vivre ces moments-là, pour eux comme pour leur entour, enfin comme pour leurs proches qui vont mourir. Et si on travaillait là-dessus, on aurait beaucoup moins de débats. Donc, comme souvent, on a mis la charrette avant les bœufs, on a fait le plus facile, parce que sinon, oh là là, ça va être des sectes, hein, c'est des mormons, hein, c'est des je sais pas quoi, qui, hein, bon. Ta lettre, une des lettres que tu fais de santé s'appelle Bien vieillir, je crois, hein, c'est le titre. Ouais, c'est guérir et bien vieillir. Ouais. Exactement, ouais. Donc il y a cette idée-là aussi d'aborder cette question-là de vieillir en bonne santé, de pas se retrouver effectivement dans un, et ça se pense un peu en amont, quoi, de l'ensemble de notre système qui bénéficie financièrement de nous fourguer des médicaments, de nous maintenir avec des béquilles, de nous empêcher de regarder le fond et de guérir pour de bon de certaines maladies. Et ce qui fait qu'à la fin on se traîne jusqu'à une mort qu'on attend quelque part, que l'entourage attend parce qu'on est en tellement mauvais état. Et effectivement, cette question-là de la vieillesse, c'est un naufrage entre guillemets. Hein. Là, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. C'est peut-être aussi une bénédiction, la vieillesse, hein, est très peu abordée. Et on pourrait aboutir à ce que la solution ce soit de faire dégager le terrain à toute cette pyramide des âges en parasol, où finalement ceux qui tiennent le mât en bas, ils sont pas capables de tenir le poids du parasol au-dessus, quoi. Et donc disent bon, on va faire éjecter tout le monde parce que tous ces gens pèsent trop lourd. Toi, une partie de ton travail, c'est que ce parasol il fasse s'envoler, quoi. Au contraire, que nous amène de la légèreté, du recul et puis des réflexions plus profondes, espèce de recul aussi de l'âge sur la vie, sur les grandes émotions, les grands combats, pour aller vers un peu plus de patience et voilà, tout ça n'est pas si grave. Je te laisse un mot de la fin pour conclure. Et merci beaucoup, Eric, de tes lumières et de ta sagesse. Non, j'ai pas grand-chose comme conclusion. Merci de m'avoir invité, écouté, et merci d'avoir débattu sur ce sujet complexe. Hein. Il y a évidemment pas de réponse noir-blanc. Hein. Ce sont vraiment des questions philosophiques complexes. Voilà, donc j'espère que je sais même pas ce que j'espère vis-à-vis de cette loi. Encore une fois, je crois qu'elle arrive trop tôt, elle arrive pas dans le bon contexte, donc forcément, elle est mal entendue, mal comprise. Voilà, ce que je vais peut-être dire en conclusion, c'est lisez bien le texte de loi pour comprendre à quoi il amène, mais c'est vrai que il ouvre la boîte de Pandore et que c'est une loi qui comporte des risques, sans aucun doute. Voilà. Mais moi, j'ai envie d'y réfléchir au niveau individuel. Et je sais que mes confrères et consoeurs, c'est comme ça qu'ils voient la plupart du temps les choses. Mais encore une fois, j'aimerais aussi que les médecins soient beaucoup mieux formés à ces approches à la fois philosophiques, humanistes, et à cette approche de la mort, quoi, hein, auquel on est confronté. Et finalement, l'excès de traitement, quelquefois, que l'on voit, c'est justement parce qu'on a peur de la mort de nos patients et on veut tout faire pour qu'ils ne meurent pas. Oui, c'est notre métier de les empêcher de mourir et de les soigner correctement, mais comme le dit le proverbe, ça sera le mot de la fin, ne vaut-il mieux pas rajouter de la vie aux années que des années à la vie? Merci beaucoup, Eric Ménard. À très bientôt, j'espère, pour d'autres débats, peut-être avec d'autres gens qui seront pas forcément en complet accord ou qui oseront des contradictions moins raisonnables que les miennes. Mais je pense que c'est sain aussi qu'il y ait du dissensus et qu'on gratte tout ça. Merci pour tes éclairages. J'espère que un certain nombre de nos auditeurs s'y retrouveront et arriveront à voir toutes les choses passionnantes que tu nous as soumises. À très bientôt. Au revoir. À bientôt, Louis. Merci.